Donc, ce pourrait être au mois de juillet. Christine Lagarde a laissé entendre, parce qu'il faut lire un petit peu entre les lignes, que la première hausse de taux de la BCE pourrait donc être pour le mois de juillet. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. Quand la patronne de la BCE, qu'on voit derrière vous, annonce que la première hausse de taux sera quelques semaines, ce sont ses mots, hein, quelques semaines après l'arrêt des achats d'actifs prévus pour le coup au mois de juin, déjà on se dit qu'elle accélère le pas. Après, on va regarder les dates, si c'est juin, juillet, août, etc. Mais elle accélère le pas. Ça, oui, clairement, ils se disent que maintenant, il faut envoyer un signal pour montrer que la BCE lutte contre l'inflation, parce qu'il y a un risque, vous savez, que les anticipations d'inflation augmentent. Et donc, à ce moment-là, ça serait un désancrage de l'inflation. Et à ce moment-là, la BCE pourrait ne plus vraiment contrôler les choses. Donc, il faut tout de suite montrer que la BCE a encore une capacité d'action. Tout de suite, l'inflation est à 7,5, donc tout de suite, il est temps, hein, diront certains. Oui, c'est ça. Non, mais maintenant, il faut y aller, parce que jusqu'à présent, en fait, la BCE fait en quelque sorte un tout petit peu son mea culpa, hein, en disant on a sous-estimé l'inflation, on a sous-estimé le côté structurel un peu de l'inflation. On a vu que c'était des prix énergétiques, on pensait que c'était lié à la réouverture de l'économie après la crise Covid, et on n'a pas été assez attentif à d'autres signaux qui montrent que maintenant, il y a beaucoup de prix qui augmentent dans l'économie et l'inflation devient un peu sous-jacente, et là, donc, il faut agir pour éviter que les anticipations... Fait, d'ailleurs, il y a plusieurs mois déjà, Jérôme Powell, le patron de la Fed. C'est un mea culpa à peu près. Oui, alors la situation aux États-Unis n'est pas du tout la même que ils ont 8,5 d'inflation, on a 7,5. Oui, mais ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'en Europe, on est très impacté par ces hausses de prix de l'énergie. On n'a pas encore la même dynamique sur les salaires. L'état du marché du travail n'est pas exactement le même. Donc, on ne peut pas comparer les situations. Donc, il faut que la réponse soit proportionnée. Mais il faut maintenant que la BCE, effectivement, qui a un peu tardé, montre qu'elle prend le sujet au sérieux et qu'elle conserve sa crédibilité sur la lutte contre l'inflation, au risque, évidemment, que ça impacte la croissance. Voilà. Après, cette annonce d'hier, encore une fois, n'est pas une réelle surprise de la part de Christine Lagarde, parce que, déjà, il y avait plusieurs déclarations de banquiers centraux des pays frugaux, notamment du nord de l'Europe, qui allaient déjà dans ce sens. Même cette hypothèse-là était anticipée largement par les marchés. Donc elle était un peu sous pression, il fallait qu'elle sorte du bois, quoi. Exactement, il fallait qu'elle dise, le fait qu'elle en ait parlé à ce moment-là montre qu'il fallait qu'elle envoie un signal au marché pour dire nous serons fermes, parce qu'il y a tout un débat pour savoir si les banques centrales sont prisonnières des politiques qu'elles ont menées, et donc du fait qu'elles aient permis aux États d'emprunter beaucoup, et donc est-ce qu'elles vont pouvoir resserrer leur politique monétaire, et ce qui va renchérir le coût d'emprunt des États et le coût d'emprunt des entreprises, et donc est-ce qu'elles vont pouvoir monter les taux sans entraîner quelque chose qui serait extrêmement négatif, hein. On voit bien que les écarts de taux entre les pays de la zone euro commencent un tout petit peu à frémir, hein. L'Italie emprunte plus cher, encore plus cher que l'Allemagne qu'il y a quelques semaines, quelques mois, et donc il va falloir à la fois contrôler l'inflation sans déclencher ce qu'on appelle une fragmentation de la zone euro. Voilà. Et c'est pour ça que ces hausses de taux devront être progressives, ces hausses de taux, comme l'a affirmé hier Christine Lagarde. Donc on a compris une démarche graduelle, pas de brutalité, parce que c'est un peu l'anti-Fed, soit en passant, c'est faire le contraire de ce que fait la Fed, qui elle, pour le coup, est beaucoup plus volontariste. Mais encore une fois, la situation n'est pas exactement la même. Et voilà, c'est ça, en toile de fond, parce qu'il y a ce risque de fragmentation, d'avoir des pays d'Europe du Sud, notamment, qui ont des problèmes de financement, d'avoir une nouvelle crise de la dette en Europe, ce qui pourrait, ou en tout cas souhaiterait, qu'il faudrait éviter. Et puis on est quand même dans une situation particulière où en Europe, c'est essentiellement de l'inflation importée. Et donc, est-ce que augmenter les taux d'intérêt, donc qui renchérissent le coût d'emprunt, les coûts d'emprunt pour les consommateurs, pour les entreprises, etc. Est-ce que ça a vraiment le pouvoir de ralentir cette inflation qui est liée faire baisser le prix du pétrole ou du gaz ou de l'électricité? Voilà, la BCE ne peut rien contre les conséquences de la guerre en Ukraine, ne peut rien contre les chaînes de valeur qui sont totalement perturbées par les confinements en Chine. Donc en fait, et puis si elle voulait vraiment agir par contre sur la demande, pour diminuer suffisamment la demande pour qu'elle se mette au niveau justement des capacités de production dans le monde, eh bien, il faudrait que la demande
diminue très très fortement, donc il faudrait augmenter les taux d'intérêt très très fort. Il y a des collègues journalistes qui ont fait des comparaisons avec le mouvement qu'il a fallu avoir dans les années 80 de remonter des taux pour casser l'inflation. Donc en fait, les banques centrales sont condamnées à dire regardez, on agit, mais elles ne peuvent pas agir, vu la situation de croissance, etc., aussi violemment, ou en tout cas, pour l'instant, c'est pas le consensus, mais donc elles sont un peu condamnées à dire regardez, j'agis, mais en fait, leur action n'aura pas des conséquences extraordinaires sur l'inflation. Et puis la BCE est la dernière à agir. C'est compliqué quand on voit la Fed, quand on voit la Banque d'Angleterre, la BOE qui agissent, de voir une BCE qui est un petit peu en retrait. Sur le mois de juillet, je ne m'avance pas trop parce que la fin des achats d'actifs, c'est le programme APP, pardon pour la précision, mais c'est le mois de juin. Quelques semaines après, il y a une réunion, je crois que c'est 9 juin, 10 juin, puis une réunion 21 juillet de la BCE. Ça. Quelques semaines après, ça nous mène a priori au mois de juillet. On ne s'avance pas trop en disant ça. Oui, les taux pourraient... Enfin, je pense qu'à un mois après, honnêtement, ce n'est pas très très important. Ce qui est important, c'est de montrer que la dynamique est enclenchée et qu'après, on va continuer à augmenter les taux. Rappelons que les achats, quand même, ils vont s'arrêter, les achats nets, mais la BCE continue à réinvestir ce qu'elle a déjà acheté dans les dettes publiques. Et donc, en fait... Quand elles arrivent à échéance, elle les refinance. Voilà. Donc, elle revient sur le marché et elle dit, je rachète pour ce que je viens de rembourser pour le même montant. Et donc, en fait, par exemple, la France, le chiffre est quand même très impressionnant. La Banque de France détient dans ses comptes 30% de l'ensemble du stock de dette française. Donc, c'est quand même... on ne reviendra pas à une situation de marché où toute la dette française est sur le marché et les investisseurs privés ne vont pas devoir réabsorber 30% des 2813 milliards d'euros de dettes atteints fin 2021 par la France. On finit là-dessus, Marc, puisqu'on parle de la Banque de France, le gouverneur François Villeroy-de-Galhau, qui ne voit pas l'inflation revenir vers 2%, qui est le mandat, l'objectif de la BCE, avant 2 ans. On se dit quoi? On dit que c'est dans le meilleur des cas, vu qu'on est quand même à 7,5, c'est crédible? En fait, ça dépend énormément de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que la guerre en Ukraine va s'arrêter? Est-ce que les conditions, là, il y a une sécheresse en France, les prix des céréales augmentent. Donc, en fait, ça va dépendre. Est-ce qu'il y a un embargo sur le gaz russe ou pas? Donc, ce qu'on voit, c'est que l'augmentation des prix, qui était au départ très liée à une augmentation des prix de l'énergie, est en train de se répandre un peu dans l'économie. La question, c'est est-ce que les salaires vont embrayer? Donc, pour l'instant, on ne voit pas du tout les salaires s'emballer en zone euro. Mais par contre, sur 3% de hausse des salaires en moyenne. Cette année. Oui, mais alors François Villeroy-de-Galhau dit il faut faire quand même assez attention parce que c'est le genre de choses, cette boucle prix-salaire, c'est-à-dire les salaires qui se mettent à augmenter et donc qui obligent les entreprises à augmenter leurs prix et puis il faut à nouveau augmenter les salaires et donc à nouveau augmenter les prix. Cette boucle-là, elle peut se mettre en place assez rapidement. Il peut y avoir tout d'un coup des bras de fer dans les entreprises, etc., qui obligent les entreprises à lâcher beaucoup de lest et peut-être à rouvrir les négociations au titre de cette année, peut-être à anticiper l'ouverture de négociations au titre de l'année prochaine. Et donc, il faut faire quand même assez attention parce que ça peut changer tout d'un coup. Mais pour l'instant, on voit que les salaires, honnêtement, n'augmentent pas beaucoup au niveau global dans la zone euro, même si, évidemment, par exemple, il y a des annonces spectaculaires. Par exemple, en France, dans l'hôtellerie-restauration, on a augmenté les minima de branche de plus de 16%, etc. Mais il y avait quand même beaucoup de salaires qui étaient déjà tombés en dessous du SMIC. Donc, il faut voir à quel point ça met les salaires au-dessus du SMIC. Pour l'instant, il y a dans beaucoup de branches en France, dans beaucoup de branches professionnelles, les salariés se battent plutôt pour avoir des salaires qui suivent un tout petit peu l'inflation plutôt que d'avoir des hausses supérieures à l'inflation. Donc pour l'instant, la boucle, on ne la voit pas encore. Bon, merci beaucoup. Cette semaine, on lit quoi dans le point ? Eh bien, nous avons une couverture donc, sur Jean-Luc Mélenchon, la vérité sur Jean-Luc Mélenchon, et notamment sur le plan économique. Nous avons écrit un papier, j'ai écrit un papier où on interroge des économistes atterrés, donc un économiste atterré notamment, qui est donc considéré comme assez à gauche et qui dit le projet de retraite à 60 ans de Jean-Luc Mélenchon, ça va coûter extrêmement cher. Hein. Quand on fait des projections à 2050, il y a des scénarios où ça crée 6% de déficit rien que pour les retraites. Cette année, l'année dernière, en 2021, on avait 6,5% de déficit après une grave crise. Et donc, le projet de Mélenchon pourrait augmenter
augmenter les déficits jusqu'à 6,5% rien que sur les retraites à long terme. Donc on voit que c'est quand même extrêmement compliqué, c'est extrêmement coûteux. Est-ce que c'est vraiment la priorité aujourd'hui, alors qu'il y a par ailleurs Jean-Luc Mélenchon veut faire plein d'autres dépenses publiques dans plein de domaines, et donc on se demande comment on va financer autant de dépenses publiques en travaillant moins. Donc voilà, c'est un des points qui fait l'objet de négociations avec les autres partis de la coalition, qui sera peut-être un petit peu amendé par la suite, parce que c'est vraiment extrêmement coûteux. La vérité sur M. Mélenchon, c'est l'enquête du Point à lire tranquillement. Merci beaucoup Marc Vigneault, journaliste à l'Hebdomadaire. Salut. Bonne journée.